Salut et bon retour par ici. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à une question qui est très souvent posée lorsqu'on utilise des méthodes statistiques qui font usage du variable expérimental sur des bases de données très grandes. Derrière ici, j'ai un exemple où j'ai supposé que j'ai une base de données qui a 10 000 observations et j'essaie de calculer son variable expérimental. Ça fait 20 minutes. C'est pas encore terminé. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas l'habitude des méthodes géostatistiques. Le langage instrumental, c'est une fonction qui est utilisée pour décrire la variabilité de la fonction aléatoire. C'est un modèle qui est utilisé pour décrire la variabilité de la fonction aléatoire. Ça peut être dans l'espace ou dans le temps, ça dépend de vous. La distance qui est écrite ici, distance, c'est distance au sens des espaces euclidiens, je crois, en tout cas. Ça peut être une distance dans le... Quand il dit distance, vraiment, c'est bizarre. Ça peut être un intervalle de temps. Ça peut être une distance dans l'espace. Ou alors, ça peut être la distance qui sépare deux points dans un espace-temps. Ça dépend de votre contexte. La solution que j'aime souvent proposer à ce problème, c'est la programmation multicanal ou la programmation multithread. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement implémenter, que ce soit sur Python, C ou d'autres langages. Et c'est quelque chose que, quand on a la maîtrise de la technique, on peut l'implémenter à la demande. Ça veut dire que je peux implémenter ça de façon typique pour le problème-ci et pour un autre problème, je réajuste. C'est plus facile lorsque c'est soi-même. Parce que si je fais ce code moi-même pour le réajuster, je connais je connais tous les poteaux de mon code, donc je connais comment est-ce que je vais m'organiser ou bien comment est-ce que je vais procéder pour réajuster mon code. Si je travaille le code de quelqu'un, ça va être plus compliqué. Ici, je voulais rapidement vous montrer, par exemple, quelque chose que j'ai fait en C++. Je vais pas aller dans les détails du code, mais quand je disais tantôt qu'on peut utiliser une classe standard, en C++, on a la classe thread qui peut être utilisée pour faire le calcul là, de façon plus rapide. Un thread, c'est comme un canal d'exécution. Donc, dans notre machine, on peut générer peut-être 5, 6, 10 ou alors 20 canaux, distribuer le calcul dans chacun et le même calcul ou bien alors chacun, désolé, chacun de ces canaux va, chacun de ces canaux va euh, réaliser le calcul en même temps que les autres. Ils vont tous produire un résultat et à la fin, la machine récupère le résultat dans une seule variable qui est la variable qui sera utilisée par la suite. Le challenge qu'il y a souvent avec ceci, c'est que il peut arriver qu'on ait besoin de mettre deux canaux en communication. Donc, je peux avoir besoin de faire communiquer canal 1 et canal 6 ou alors canal 1 et canal 3. Parfois, je ne sais même pas, je connais même pas les canaux qui vont devoir communiquer. Donc, c'est pendant que le code s'exécute que le code doit devoir déterminer qui doit communiquer avec qui. Dans la communication, souvent pose problème. La stratégie de récupération des résultats aussi, souvent, ça cause problème. Parce que à la fin, on veut que tout ça soit dans une seule variable. Donc, ça cause souvent ces problèmes. C'est un challenge. Et c'est pourquoi, dans pas mal de projets, vous allez voir des personnes vont choisir d'utiliser les bibliothèques comme MPI ou alors PETSI ou alors OpenMP pour faire ce travail parce que ces bibliothèques-là essaient déjà de répondre à ces problèmes-là. À la seule différence, bon, pas la différence, à la seule perte, je vais appeler ça perte, la seule perte que c'est le travail que quelqu'un a fait et tu dois t'adapter maintenant à ce qu'il a fait. Ce qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est un plus pour un moins, comme j'aime souvent dire. Ici, je vais essayer d'exécuter ceci pour vous montrer à quel point l'implémentation en C++ peut aller plus vite. Parce que ici,
Je vais exécuter ça avec un fichier qui est ici. C'est un fichier qui est... J'ai codé ce fichier, c'est un truc en un binaire, un fichier binaire. Donc, si j'ouvre le fichier, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir voir ce qui est à l'intérieur. Essayons voir. Je vais essayer d'ouvrir ça avec, je sais pas, Notepad. Ah, l'exécution qui est en arrière-plan est en train de déranger ma machine. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir voir ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est un fichier binaire. Mais à l'intérieur, il y a des valeurs. Juste que ce sont des valeurs qui sont codées. C'est fait, c'est fait sciemment pour ne pas partager les chiffres qui sont dans le fichier. Donc, si je donne ce fichier à quelqu'un, la personne va avoir besoin de mon système d'encodage, je peux dire ça comme ça, ou alors de mon programme pour pouvoir visualiser ce qui est à l'intérieur. C'est une façon marrante d'encrypter ces fichiers. Bref, entre parenthèses. Le programme est censé importer, il va importer le fichier et euh, il va importer le fichier et il va faire le calcul de l'organe expérimental. Donc, j'ai besoin du répertoire, du chemin d'accès complet pour pouvoir l'exécuter depuis la fenêtre de commande. OK. Je pensais que je pouvais retrouver. Il n'y a pas longtemps, j'ai exécuté cette commande en question. Donc, je pensais que je pouvais. Je pensais que je pouvais retrouver la commande dans l'historique, mais l'historique n'est pas apparemment sauvegardé. Donc, le programme s'appelle Modeling Variogram. Et il prend en entrée trois fichiers. Le premier devrait être, alors là c'est très important parce que si je n'ai pas le bon ordre, je vais avoir des problèmes. Le premier, c'est le nom du module, c'est déjà fait. Et le deuxième, qui est le premier fichier que je devrais passer en entrée, c'est le fichier qui garde le contrôle. Voilà. Le fichier qui garde le contrôle d'état du programme. Et ces noms sont ici. C'est celui-ci. Et c'est un fichier point .date. Donc, c'est checking. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Vario. MDLING. Oh non, il y a le trend avant le point date. Le deuxième fichier, c'est le fichier qui est censé prendre le résultat final du programme expérimental. Et j'ai appelé ça Varcom. EXP égale trend. Encore date. Et le troisième fichier est celui qui a mes données que j'ai appelé traite. Ceci, comme vous dit, voici le fichier que tu dois traiter. Point date. Donc, dans ce fichier, j'ai une base de données c'est environ, je crois, 23 000 lignes, si je ne me trompe pas. Et j'effectue une segmentation de ce fichier avant de lancer le calcul du variogramme. Il y a toute une procédure, c'est ce que j'appelle souvent le dimensionnement de son problème. Il y a toute une étape où je fais un dimensionnement de mon problème pour me rassurer que chacun des canaux aura un nombre précis de tâches à accomplir. Donc, si je lance les calculs, l'autre est encore en train de calculer. Ça fait 30 minutes qu'il est en train de s'exécuter. Si je lance les calculs, euh,
Il a déjà commencé à travailler. Donc, ceci, ce sont des instructions que j'ai mis dans le programme juste pour me rassurer que je suis en train de bien lire mes fichiers. Par la suite, tu dois avoir le résultat. Calcul d'un wagon expérimental. Et on devra voir combien de temps ça va prendre. Ce qui est OK. Ceci n'est pas une approche. Malgré tout, ça a quand même terminé avant l'autre. C'est quand même marrant. Ceci n'est pas une approche conseillée, je voulais dire, parce que j'ai essayé d'utiliser plusieurs canaux dans ma machine pendant que j'ai un programme en arrière-plan ici qui est en train de consommer la capacité de ma machine. C'est pas conseillé de faire ça. Mais toujours est-il, j'ai essayé ici avec 10 000 points. Le fichier que j'ai importé dans le programme que j'ai fait en C, lui, par contre, il a plus de 10 000 points. Il a, je crois, le double et quelques encore. Il a environ 23 000 points, comme je disais tantôt. Mais il a fini son calcul wagon expérimental avant l'exemple qui est ici derrière. Et tout part du simple fait que dans le code, je me suis arrangé pour que j'ai une distribution de mon travail ou bien des tâches à accomplir dans plusieurs canaux. Donc, ma solution à programmation multicanal. Euh, si vous avez des commentaires ou alors un avis à partager, laissez-le en commentaire. Mais je sais qu'il y a plusieurs techniques là-dehors, donc je ne serais pas surpris de voir quelqu'un suggérer autre chose. Ce qui serait intéressant. Si vous avez une autre suggestion, c'est toujours la bienvenue. Donc, une autre chose que je voulais aussi souligner ici, le temps de calcul ou alors la perte de la perte liée à notre approche est aussi contrôlée par la façon dont on obtient l'espace d'équidistance. Donc, si je dois utiliser 10 000 points pour avoir l'ensemble des équidistances ici, ça va me coûter un temps pour déterminer d'abord cet espace en utilisant les points d'entrée, plutôt que de fixer ça et espérer que mes points, que ça peut couvrir la majeure partie des équidistances que je vais observer à mes points. Donc, ça, c'est un autre point que je devais aussi ajouter. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut expérimenter, mais j'ai fait ceci, je n'ai pas encore terminé, c'est pas possible. Ça fait 33 minutes. J'ai dû couper parce que j'ai commencé au départ en espérant que ça va faire peut-être, c'est pas moi, 5 minutes, et puis s'arrêter. J'ai dû couper et recommencer l'enregistrement parce que je voulais faire l'enregistrement. Je voulais pas que ça dure l'enregistrement, en fait. Et recommencer l'enregistrement en espérant que je vais pouvoir expliquer le bout de code ici et puis montrer l'exemple avec le programme C++ que j'ai réalisé et puis conclure en disant, voilà, programmation multicanal, c'est ce qui est l'approche que je préfère. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre notion intéressante sur l'usage des méthodes géostatistiques sur les bases de données.